D'abord, on se pose la question, bon, Papineau, tout le monde semble le connaître. Hein? Évidemment, vous pensez à la tête à Papineau, l'expression consacrée. Vous pensez au fameux toupet de Papineau, hein, comme vous avez d'ailleurs sur la couverture du livre. Vous pensez aussi à la circonscription de Papineau, à la rue Papineau. Vous le savez peut-être, mais c'est même son père qui a donné ce nom. Hein? C'est Joseph Papineau, mais on l'oublie, la station de métro. Bref, on a l'impression de le connaître. Il y a même un biscuit qui porte son nom, le fameux Papineau, on me l'a rappelé récemment. La biscuiterie David avait lancé le petit biscuit Papineau. Alors, Papineau, non connu, bon, on pense le connaître, mais un exemple qui montre que Papineau, ben, il y a certains problèmes avec sa mémoire. La première statue consacrée à Louis-Joseph Papineau remonte à 2002. Alors, 2002, c'est la seule statue véritable. Il y en a une autre à Montréal, il faut faire attention pour vraiment être attentif. Elle est sur la rue Saint-Denis, juste un peu au nord de René Lévesque, sur une devanture, un fronton. Vous avez un buste de Louis-Joseph Papineau. Ce sont les deux seules représentations de l'homme politique le plus important du 19e siècle. Question importante. Comment se fait-il que tout le monde a l'impression de le connaître, mais en même temps, il est si peu représenté? En même temps, Papineau, on l'associe à toutes sortes de causes. Le Parti québécois, par exemple. D'ailleurs, le ministre actuel de l'Enseignement supérieur, M. Duchesne, se réjouit qu'il y ait une statue dédiée à Louis-Joseph Papineau à Saint-Denis. Hein? Belle preuve ici que l'homme politique était une espèce de proto-souverainiste. Un homme comme Camille Lorrain, en 1987, disait, à propos de René Lévesque qui venait de mourir, c'était l'incarnation moderne de Louis-Joseph Papineau. Donc René Lévesque, incarnation moderne de Louis-Joseph Papineau. Gérald Godin, en 1979, disait « Il y a un lien direct entre Louis-Joseph Papineau et le Parti québécois ». Autrement dit, les rébellions étaient une espèce de première tentative d'indépendance. Louis-Joseph Papineau, ancêtre de René Lévesque et des grands ténors souverainistes. Péquistes, mais aussi libéraux. Les libéraux reconnaissent Papineau comme un libéral, ce qui n'est pas faux, bien sûr. On s'entend sur la définition du libéralisme, cela dit, on pourra peut-être en discuter si on a un peu de temps. Mais PQ, Parti libéral, la CAQ, on verra, comme le disait son chef. Il y a donc vraiment une tentative de récupérer l'homme politique. Donc, on se réclame d'un grand démocrate, mais en même temps, et ça participe du paradoxe Papineau, il traîne un héritage plus ou moins négatif. Vous savez peut-être, on associe Papineau à une sorte d'héritage de couardise, parce qu'il aurait fui le matin de la bataille de Saint-Denis, le 23 novembre 1837. Il aurait quitté. Ça reste à voir, on aura l'occasion d'en discuter peut-être, mais Louis-Joseph Papineau n'a peut-être pas fui à ce moment-là, mais l'image de la fuite est restée collée au personnage de Louis-Joseph Papineau. Donc ça marque. Il y a aussi l'histoire clérico-nationaliste qu'on a longtemps enseignée. Un homme qui doute de l'Église catholique, eh bien, ça ne fait pas très bien dans les livres, dans les manuels d'histoire des collèges classiques, comme le Farley-Lamarche, par exemple. Alors, Papineau est connoté, la vie de Papineau est connotée négativement. Il y a aussi des historiens plus récents, même contemporains, n'est pas décédé. Pensons à Fernand Ouellette, grand historien, qui a considéré Papineau comme une espèce d'indécis, un peu heureux, une personne écartelée entre l'ancien régime, puisqu'il était seigneur, et la modernité, à laquelle il s'attache difficilement. Bref, héritage négatif. Un exemple très simple, vous vous en souvenez peut-être, il y a eu, il y a quelque temps, un fameux CHUM qu'on devait construire. Je pense qu'on le prévoit maintenant pour 2124. Il y avait un terrain qui appartenait à la famille Papineau. Hein, vous avez peut-être vu la fameuse statue de Chénier. Je ne sais pas si vous avez vu ça à un moment donné passer. Eh bien, ce terrain appartient à la famille Papineau et a été légué à la ville de Montréal en 1818 pour faire, disait-on à l'époque, une place de marché. Malheureusement, l'endroit est devenu un stationnement, mais à cause de cette espèce de legs, on n'a pas pu construire le CHUM sur l'emplacement, à l'emplacement prévu, parce que c'était le territoire
donné par la famille Papineau. Alors, je vous donne quelques titres des journaux de 2008 sur le sujet. Alors, le titre, « Le CHUM s'incline devant Papineau »,« Le CHUM en otage » et mon préféré, « Louis-Joseph Papineau vient hanter le futur CHUM ». Au Québec, c'est comme si le héros était réduit au statut de fantôme agaçant qui vient compromettre le futur. Hein, je pense que l'anecdote est révélatrice. Bref, Papineau, figure importante. Papineau, héritage négatif, mais héritage quand même prégnant, fort, et un héritage surtout malléable. Ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, c'est que Louis-Joseph Papineau, sur une question en apparence banale, le gouvernement responsable, a été mal compris, a été mal interprété. Puis encore, sa pensée a été travestie. Donc, le gouvernement responsable, qu'est-ce que c'est concrètement? Et là, évidemment, je me tourne vers Yvan Lamonde, lequel saura nous éclairer sur ce qu'est le gouvernement responsable. Si nous avons découvert qu'il y avait erreur sur la personne à propos de Papineau, c'est pas nécessairement que nous sommes plus futés que les autres. Et si les historiens n'ont pas vu le Papineau que nous avons vu, ce n'est pas parce qu'ils ont moins de lumière que nous. Mais tout tient au fait que, tant et aussi longtemps que la correspondance de Louis-Joseph Papineau n'a pas été rassemblée et publiée, il était impossible de deviner le Papineau dont nous allons vous parler ce soir et de deviner ce Papineau qui fait l'objet de ce bouquin. Et c'est donc, il faut le souligner, grâce à Georges Aubin, à sa femme Renée Blanchet et à François Labonté, qui est un cinéaste, c'est grâce à ces trois citoyens qui n'ont attendu ni les subventions, ni la reconnaissance de la patrie pour publier la correspondance, qui aurait dû être publiée dans le rapport de l'archiviste de la province de Québec depuis au moins 70 ans. Bref, ayant rendu hommage à ces individus, c'est grâce à eux que nous pouvons connaître le Papineau à travers sa correspondance privée. Et donc, l'erreur sur la personne vient du fait que c'est parce que Papineau a très peu publié de textes après 1849. À vrai dire, on connaît un texte important de Papineau en 1867, une conférence qu'il fait à l'Institut canadien de Montréal, où il nous donne des aperçus seulement de ce que l'on trouve beaucoup plus explicite dans la correspondance qui était restée privée, surtout avec sa femme, mais surtout avec son fils aîné, Amédée Papineau. C'est donc le Papineau un peu surprenant dont nous allons vous parler. Ce Papineau, il n'est pas connu. C'est un Papineau qui s'est révélé dans la correspondance privée et non pas dans des interventions parlementaires ou dans des débats électoraux. Bon. Pour comprendre là où Papineau est surprenant, inattendu, il faut rappeler il faut faire quelques distinctions à propos d'un certain nombre d'institutions ou d'idées politiques. Bon, la première, c'est que, on va le voir, Papineau est un républicain. C'est donc quelqu'un qui, depuis longtemps, dénonce la monarchie absolue, la monarchie de droit divin, comme on l'avait connue en France avant la Révolution, et comme on la connaissait en Nouvelle-France, hein, jusqu'à la conquête de la colonie par les Britanniques, qui installent une monarchie, mais une monarchie dite constitutionnelle.
c'est-à-dire une monarchie où il n'y a pas que le pouvoir du roi, mais une monarchie où le pouvoir du roi est pondéré par le pouvoir de la Chambre des Lords, qui est nommé par la royauté, et par la Chambre des communes, où se retrouvent des députés élus par le peuple selon un certain nombre de critères qui rend éligibles les citoyens. Alors Papineau, on va le découvrir, Papineau finit par rejeter ces formes de gouvernement, et en particulier la monarchie constitutionnelle britannique. Et la dernière notion qui importe de connaître, c'est la notion de gouvernement responsable. C'est quelque chose qui nous est familier à nous, mais qui, vers 1840, est un type de gouvernance politique nouveau et en Angleterre et au Bas-Canada. Alors, ce gouvernement responsable, cela veut dire que un parti politique, et donc ça suppose qu'il y ait des partis politiques organisés, qu'un parti politique qui est élu et qui a une majorité de députés élus, c'est donc ce parti qui va être invité à former un gouvernement, et c'est dans ce parti que le chef du parti va devenir le premier ministre. Et ce que l'on veut dire par responsable dans ce cas, c'est que ce gouvernement est responsable devant les électeurs tant et aussi longtemps qu'il va garder la majorité en chambre. S'il advenait que sur une question particulière, des députés de la majorité et des députés de l'opposition votent contre le gouvernement est renversé et il est responsable, et donc on doit retourner devant l'électorat pour trouver une nouvelle majorité, un nouveau cabinet et un nouveau premier ministre. Ce sont des choses qui nous sont familières, nous baignons là-dedans, mais il faut bien concevoir que ce phénomène-là était nouveau en Angleterre, et c'est ce que l'on a promis au Canada, d'abord et avant tout, après les rébellions, dans le Haut-Canada aussi, hein, que le litige pourrait être réglé par l'octroi du gouvernement responsable dans le Haut-Canada et dans le Bas-Canada. On verra tantôt comment Papineau ne croyait pas au gouvernement responsable dans une colonie. Bon. Où y a-t-il erreur sur la personne? Papineau est en exil aux États-Unis de décembre 1937 jusqu'à février 1939, et il est en exil en France, à Paris, de février 1939 à septembre 1945. Si bien que tout le débat qu'il y a après le rapport de Rham de 1839 autour de ce projet d'union du Haut et du Bas-Canada, Papineau est absent de ce débat dans la colonie, et c'est Louis-Hippolyte Lafontaine qui, avec Robert Baldwin dans le Haut-Canada, essaie de trouver un gouvernement de coalition qui puisse gouverner l'union législative du Haut et du Bas-Canada. Papineau revient d'exil en septembre 1945. Deux comtés, Saint-Maurice et Huntington, lui demandent de se présenter comme candidat
pour l'élection de 1947, à son corps défendant, il accepte de se représenter. Il est élu en 1947. Et c'est là qu'on connaît sa position sur l'Union. Il est opposé au gouvernement d'Union et du Bas-Canada. Il n'est pas seul, parce que la très grande majorité des citoyens du Bas-Canada s'opposent à ce projet d'union, y compris le clergé catholique qui s'oppose à ce projet d'union, qui risque de menacer le statut de la religion catholique dans la colonie. Alors Papineau est contre l'union pour un certain nombre de raisons, qui sont des raisons énoncées par d'autres de ses concitoyens. D'abord, le projet d'union a été concocté à Londres et on n'a jamais consulté la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada au sujet de la refonte constitutionnelle de la colonie. Parce que 1840, c'est un changement constitutionnel par rapport à l'acte constitutionnel de 1791. Donc, Papineau n'accepte pas que la métropole décide seule du type de gouvernement de la colonie sans que l'Assemblée, la Chambre d'Assemblée, les députés se soient prononcés là-dessus. Il est contre le projet d'union parce qu'on donne au Haut-Canada le même nombre de députés que le Bas-Canada, alors que le Bas-Canada compte environ 650 000 habitants et le Haut-Canada 450 000 habitants. Pour lui, c'est une dérogation à la démocratie de la part de la Grande-Bretagne qui s'était toujours faite le champion de ce que l'on appelle le rep by pop, hein, la représentation selon la population. Et pendant le gouvernement, après 1840, la Grande-Bretagne a décidé qu'il y aurait le même nombre de députés dans le Haut et dans le Bas-Canada, même si la population du Bas-Canada est de loin supérieure. C'est donc pour Papineau un accroc fondamental à la démocratie. Et c'est un enjeu important. Et puis, bon, il y a la question linguistique. La langue française est bannie de l'Assemblée législative. Bon. Donc, Papineau est contre le projet d'union, comme la très grande majorité de ses concitoyens. Mais l'union est quand même acceptée, et quand même, la loi d'union est quand même passée par Londres, et Papineau, comme les autres, doit plier à cette réalité. Papineau est contre le gouvernement responsable. Cela peut étonner. Ce qui a été le déclencheur de ce bouquin, outre le fait que Jonathan travaillait sur la représentation du 19e siècle dans le 20e siècle. Comment au 20e siècle, nous nous sommes représentés le 19e, et il avait pris Papineau comme objet pour essayer de comprendre comment, au 20e siècle, des hommes politiques, des journalistes, des écrivains, des dramaturges, comme Louis Fréchette, comment on s'était représenté Papineau. Alors, lui, il fait ça de son côté. On est très près, parce qu'on travaille ensemble à McGill. Et moi, de mon côté, je reçois un jour d'Héritage Canada un courriel me demandant de donner mon avis sur un projet de texte pour une plaque commémorative que l'on veut appliquer sur la maison Papineau de la rue Bon Secours, où il y a déjà une plaque, mais placée par la Commission des monuments historiques du Québec. Et sur ce petit texte
que l'on veut que je regarde, on présente Papineau comme étant promoteur et défenseur du gouvernement responsable. Alors moi qui avais travaillé à l'édition de la correspondance de Papineau avec Aubin, Blanchet et La Bonté, je me disais, ça ne colle pas, là. Il y a quelque chose. Alors, très simplement, je leur ai dit, écoutez, je pense que cela est inexact, ce serait risqué de mettre ça, de couler ça dans la fonte, hein? Et parce que c'est précisément le contraire qui est vrai. Alors, pourquoi Papineau est-il contre le gouvernement responsable? C'est simple, c'est fondamentalement parce que Papineau estime que la métropole ne peut pas véritablement vouloir donner à une colonie un gouvernement responsable. Papineau croit que le pouvoir du gouverneur dans la colonie, qui est le représentant de la royauté, qui est le représentant de la reine Victoria à l'époque, hein, Papineau pense que le gouvernement responsable, c'est de la poudre aux yeux. Hein. Il y aura toujours le gouverneur pour bloquer des lois qu'un gouvernement responsable voudra faire passer et qui iraient contre les intérêts de la métropole. Alors Papineau, principalement pour cette raison, est opposé au gouvernement responsable. Et puis, ces prises de position ont comme résultat qu'il est assez rapidement marginalisé. Lorsque le 22 janvier, Papineau se lève à la Chambre d'Assemblée qui siège à Montréal à l'époque, parce que la Chambre d'Assemblée est comme ambulatoire à l'époque, hein, elle se promène de Québec à Montréal, à Kingston, à Toronto. Papineau fait un long discours qui est un peu son chant du cygne, qui est un peu son testament. Et le 23, La Fontaine se lève et fait lui aussi un long discours. À partir de ce moment-là, il est clair que Papineau est marginalisé, que ses idées ne sont pas suivies par un nombre significatif de citoyens. Et donc, Papineau va rester député jusqu'en 1854, et c'est en bonne partie un problème de surdité, hein, qui va le déterminer à ne plus se représenter et à quitter la vie politique. Lui qui, depuis 1850 environ, s'intéresse beaucoup au développement de la seigneurie de la petite nation, dont il est le seigneur, et qui va s'y intéresser d'autant plus que le régime seigneurial est aboli en 1854, avec compensation financière pour les seigneurs. Et c'est à ce moment-là que Papineau va devenir un véritable colonisateur, hein, qui va chercher à développer les environs de Papineauville, de Saint-André-Avelin, de Montebello, etc. Papineau est en plus opposé à la Confédération canadienne. À partir du milieu des années 50, il est clair, ça devient de plus en plus clair qu'après le premier recensement officiel du Canada en 1851, hein, nous, on les connaît de 10 ans en 10 ans, ces recensements, et c'est toujours la première année d'une décennie. Bon, en 51, ça devient clair qu'il y a une majorité anglophone dans la colonie. Une majorité anglophone constituée d'habitants du Haut-Canada, mais constituée aussi d'anglophones du Bas-Canada, de Montréal, des cantons de l'Est ou d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que l'Angleterre, hein, se fait forte de dire « nous sommes en faveur du Red by Pop », et maintenant que nous avons la majorité de la population, nous réinstallons le gouvernement
proportionnelle à la population. Bon. Je ne dis pas ça par méchanceté, je ne renie pas mon université, etc., etc. Mais ne pas le dire, c'est ne pas faire son travail d'historien. Hein? Or, Papineau, suite aux discussions avec son fils Amédée, qui a vécu aux États-Unis avec son père, qui a fait ses études de droit aux États-Unis et qui va revenir après l'amnistie de 1845 et qui va passer sa vie comme protonotaire à Montréal. C'est Amédée qui fait voir à son père une idée qui fait que Louis-Joseph va s'opposer à la Confédération canadienne. Parce que la Confédération, on commence à en parler au milieu des années 50. Il y a la conférence de Charlottetown et de Québec, et puis il y a la Constitution du 1er juillet 1867. Mais dès le milieu des années 50, Papineau n'est pas d'accord avec cette idée de ce qu'il appelle une confédération mixte canadienne. Ce qu'il développe comme idée, s'opposant au projet de confédération, c'est l'idée d'une confédération colombienne. Référence à Christophe Colomb. L'idée d'une fédération colombienne ou continentale qui fait que Papineau, opposé à l'Union, va être un des rares Canadiens français libéraux à être favorable à l'annexion du Canada et du Bas-Canada aux États-Unis. Et là-dessus, Jonathan va vous en dire plus long pour expliquer pourquoi Papineau est favorable à l'annexion et quelles sont les conséquences dramatiques de cette prise de position. À partir de 1845, Papineau de retour. On l'a dit, la question se pose. Que fait-on? Il y a l'Union. L'Union s'impose. Certains réformistes, en fait la plupart des réformistes, l'acceptent. Pour Papineau, qui est de plus en plus marginalisé, son propre peuple sera marginalisé. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée d'annexion aux États-Unis se présente. À partir de 1849, Papineau est annexionniste. Avant, malgré son grand respect pour les institutions américaines, avant 1849, il n'est pas annexionniste. Il faut lire, par exemple, ses textes des années 1820 où il parle, oui, de la grandeur du régime américain, mais en même temps, il est profondément attaché à la couronne britannique. Mais là, en 1849, il se dit la seule façon de s'en sortir, c'est de s'annexer aux États-Unis. Et là même, il se dit, on a un très grand territoire, pourquoi ne pas le diviser en plusieurs États? Il dira ainsi, à un moment donné, dans sa correspondance, il y a de quoi couper bien des États dans l'espace immense que comprennent le Haut et le Bas-Canada. Il y a sur cette ligne frontière 8 différents États chez les Américains, et l'on ne veut faire ici qu'une seule province. Alors on voit bien Papineau. Il est conscient qu'il faut s'annexer aux États-Unis. Le mouvement va faire long feu au Canada français. Rapidement, les gens vont passer à autre chose. Mais Papineau va demeurer annexionniste. Et ça, on le sait en grande partie grâce à sa correspondance dont Yvan a parlé. Donc, Papineau demeure annexionniste. Mais il n'est pas naïf. Il sait qu'il y a là un véritable danger, un danger que vous connaissez peut-être, celui de la louisianisation. À chaque fois que j'ai discuté avec ce mot-là, la louisianisation, ça me prend toujours deux fois, du pays. Vous savez, à Louisiane, vous connaissez peut-être Zachary Richard, justement, défendre la langue française, c'est pas facile. Alors imaginez si le Canada français s'annexe aux États-Unis. Au bout de 10-15 ans, qui parlera français? Les fameux députés qui iront à Washington parleront anglais, la langue française va disparaître. Papineau est conscient de ça, mais il essaie de trouver une espèce de solution, une espèce de compromis. En 1851, il écrit « Notre éducation française est un malheur pour nous, parce que notre situation nous destine à l'assimilation avec les États-Unis.
Un peu plus tard, il dira, en 1856 pour être plus précis, « Colonie, notre nationalité sera étouffée et extirpée par la violence et l'insulte. » Donc, colonie. État, elle se modifiera lentement par l'assimilation, ayant autant et plus à donner pour faire naître l'esprit français littéraire, artistique et éminemment social autour d'elle, et à emprunter pour devenir plus active et industrieuse qu'elle n'est. Évidemment, cet esprit français, cette espèce d'esprit français littéraire, c'est un grand espoir, c'est un vœu pieux, on s'en doute bien. Mais pour Papineau, il est important de garder ça. Mais soyons clairs, pour Papineau, les intérêts démocratiques sont placés devant les questions identitaires. La nationalité, le fait de parler français, tout ça semble moins important que la souveraineté populaire. Il est de plus en plus conscient que seules les institutions américaines seront capables de sauver son peuple, malgré tout. Hein, vous connaissez les institutions américaines, et on a peu de temps, je n'entrerai pas je ne vous expliquerai pas la Constitution américaine, mais pour Papineau, tout le système de contrepoids, le fait que le président a un pouvoir limité, qu'il y a une chambre d'assemblée, la Chambre des représentants qui est élective, pour lui, c'est là que la souveraineté populaire est défendue véritablement. Surtout, les États-Unis ont coupé le lien avec la métropole. Alors, pour Papineau, c'est ce qu'il faut faire. C'est la seule façon de défendre le Canada français. En même temps, il faut bien dire, ce n'est pas le lieu d'une admiration aveugle pour les États-Unis. Surtout avec la guerre de sécession de 1861 à 1865, Papineau est triste, déçu parce qu'il voit bien que les États-Unis retombent dans ces vieilles querelles qui rappellent beaucoup trop l'Europe. Il écrit à son fils en 1862, je vais le citer, « La funeste guerre fratricide que se font les Américains a fait cesser pour longtemps la prospérité et le consentement dans ce beau pays. Quelle qu'en soit l'issue, il n'y aura plus de citoyenneté entre le Nord et le Sud. Au plus, des vainqueurs et des vaincus, et des haines inextinguibles. Leur institution semblait les meilleures qu'il n'y eût jamais au monde, quand on imaginait qu'elle moralisait, éclairait assez les peuples pour espérer que leurs sentiments pouvaient être réglés par la discussion en convention et par la Cour suprême. Maintenant que l'on sait qu'ils ne sont pas plus sages et vertueux que des Anglais, des Français, des Allemands, qui depuis si longtemps s'entrégorgent si facilement, maintenant que les suites de la guerre grèveront pendant un long avenir les populations d'Amérique presque à l'égal de celles de l'Europe, le prestige est détruit, l'immigration diminue, l'armée permanemment grossit. Malgré tout, Papineau demeura, jusqu'à la fin de sa vie, annexionniste. Yvan l'a dit, il va même plus loin. Son fils Amédée, assez utopiste, a une vision d'une Amérique colombienne. Pourquoi ne pas regrouper toutes ces fameuses collectivités neuves dont on parlera 2 siècles plus tard, un siècle et demi, disons, Gérard Bouchard. Pourquoi ne pas unir tous ces peuples? Hein? Son fils Amédée dira en 1848, « 500 millions d'hommes frères occuperont le continent septentrional et parleront un même idiome, même langue. » Papineau adhère à la vision de son fils à partir de 1854. Mais ça, les gens ne le savent pas. Seuls ses correspondants sont au courant de cette vision, la vision de Papineau. Donc voilà la vision de Papineau à la fin de sa vie. Annexionniste, voire continentaliste. Cela nous amène à un certain nombre de questions. D'abord, Papineau marginalisé, s'est-il coupé de ses concitoyens? Est-ce qu'il a pris aussi une position équivalente, en définitive, à la fin de son pays, puisque le pays est fondu en quelque sorte dans la grande République américaine? Surtout, et pour nous, Yvan et moi, c'est important de le noter, quel est le prix, hier, mais aujourd'hui, de la radicalisation de ses idées? Qu'est-ce que Papineau peut nous dire? Quel est le message de Papineau aujourd'hui? Et Yvan aura l'occasion d'en dire un mot. Quelle est exactement la logique? Parce que ça, c'est une chose qui est claire pour nous. Papineau est constant. En 1809, en 1822, en 1854 et en 1871, il est constant. Il évolue,
même si ça le marginalise dans sa propre société. Parce que n'oublions pas une chose, je passe la parole ensuite à Yvan, mais Papineau est le chef politique, et le sommet, là, et là, il revient d'exil, il est complètement marginalisé. Hein? Il faut voir aussi ce que ça représente. Tout ça pour respecter ses propres idées. Il ne faut pas en faire ici un saint, mais quand même, il y a quelque chose à noter, et Yvan a sûrement quelque chose à dire sur cette logique de la pensée de Louis-Joseph Papineau. Parce que toutes ces oppositions, hein, que Papineau en exil, Papineau qui n'est pas là pour mener le combat contre l'Union, Papineau qui voit que le projet d'union est implanté malgré la résistance consensuelle du Bas-Canada, Papineau, dans une logique de désespoir, voyant que ni la résistance, ni les rébellions, ni l'opposition à l'Union n'ont pu prévaloir, Papineau opte pour l'annexion. Il reste annexionniste, mais ce que nous fait voir son choix annexionniste, avec la conscience qu'il a des risques d'assimilation linguistique, ce qui nous amène à voir, c'est que Papineau aura opté pour les valeurs républicaines des États-Unis contre les valeurs de monarchie constitutionnelle de la colonie britannique. Papineau va placer les valeurs républicaines devant les valeurs de nationalité. Si on formule dans des termes contemporains ce que Papineau me semble avoir fait comme choix, je comprends que Papineau s'est dit, tant qu'à ce que le Bas-Canada soit obligé de demeurer dans le système colonial britannique et d'être marginalisé d'un point de vue linguistique, culturel et politique dans le Canada uni et dans le Canada confédéral, hein, à cela, Papineau dit « Je préfère être marginalisé, infériorisé dans un pays où prévalent les valeurs républicaines, dans un type de pays qui n'a pas encore de propension colonialiste, et dans une république qui est celle des États-Unis, qui est le success story du 19e siècle. C'est ce que je comprends dans des termes qui seraient les nôtres, des choix faits par Papineau. Et je pense que Papineau est resté conséquent avec lui-même. Il a eu, moi je dirais, la délicatesse de ne pas confronter ses concitoyens en annonçant publiquement ses positions qu'il énonçait à son fils dans la correspondance privée. D'autres pourraient dire qu'il n'a pas eu le courage de dire publiquement ce qu'il écrivait privément à Amédée. De ça, on peut débattre. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais pour moi, Papineau, qui à partir du voyage qu'il fait en Angleterre en 1823 pour s'opposer au deuxième projet d'union, hein, Papineau revient désillusionné sur les libertés anglaises. Et c'est à partir de là qu'il se tourne vers l'expérience des États-Unis, vers l'expérience républicaine des États-Unis, où les sénateurs des Sénats des États de l'Est sont élus, et il prend modèle là-dessus pour demander que les conseillers législatifs du Bas-Canada soient aussi élus et non pas nommés par le gouverneur.
ça a été le nœud qui a été à l'origine des rébellions, cette question du Conseil législatif. Mais ce que je veux dire, c'est que Papineau, à partir du moment où il est devenu admirateur des valeurs républicaines, où il vit son exil aux États-Unis, Papineau, pour moi, demeure conséquent avec lui-même parce qu'il est fondamentalement un républicain et un démocrate opposé au colonialisme et opposé à la monarchie. Il a eu le courage d'être conséquent avec lui-même, privément, dans sa correspondance. Il n'était peut-être plus d'un âge à reprendre le combat en 1860 pour essayer de convaincre ses concitoyens de ce possible avenir. Mais de toute façon, il avait compris que l'annexion aux États-Unis, comme disait Jonathan, c'est une solution qui avait fait long feu. Hein? Ça n'avait pas duré longtemps. Alors, voilà le Papineau un peu plutôt inattendu, qui fait qu'on ne peut pas tirer Papineau de son côté n'importe quand, n'importe comment. Hein? On ne peut pas, si on veut le père de l'émancipation, j'ai aucun problème avec ça. Mais il faut à ce moment-là faire place au Papineau d'émancipation jusqu'à 1838, disons, et voir comment, par la suite, il est toujours favorable à l'émancipation, mais c'est une émancipation plus républicaine, si je peux dire. Hein? Parce que, comme beaucoup de libéraux, ils avaient très rapidement vu, et on va s'arrêter là-dessus, Papineau, Dessau et les autres, avaient rapidement vu que l'autonomie des États dans l'Union républicaine américaine, que cette autonomie était beaucoup plus grande que ce que pouvait être l'autonomie des colonies ou des provinces dans la Confédération canadienne. Et c'est pour ça que ces libéraux, dont Papineau, mettons en 37, en 38, 40, étaient prêts à proposer que le Bas-Canada s'émancipe, y compris sous le drapeau américain, comme un 34e, 35e étoile sur le Star Spangled Banner. Mais c'est parce qu'ils avaient une représentation de la souveraineté ou de l'autonomie relative plus grande des États dans le système américain que dans le système canadien. Bon, je pense qu'on en a assez dit, on risque de se contredire en parlant davantage.